J'aime l'ardoise parce que je ne l'ai pas travaillé. Je veux dire, peut-être j'aurais connu les conditions de travail des ardoisiers, je l'aimerais peut-être honnêtement. Moi, je l'aime beaucoup en tant qu'objet patrimonial, en tant qu'objet de recherche historique. Euh, c'est le matériau. Alors, c'est la sensation du matériau. C'est beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus fragile que la tôle, par exemple. Hein. Par contre, c'est beaucoup plus beau. Une toiture en ardoise, pour beaucoup de gens, c'est une belle toiture. C'est une toiture aussi qui est durable. Du coup, on lie souvent la couverture ardoise aux bâtiments nobles ou qui ont des bâtiments d'importance, quoi. Historiquement parlant, ici, il y avait quand même beaucoup d'ardoise. Tous les toits qu'on démonte étaient couverts en ardoise. Nous, on le sait parce qu'on démonte beaucoup de toits. L'extraction des ardoises dans l'Embrunet remonte au moins au début du XVIIe siècle, d'après les sources écrites, et probablement une cinquantaine d'années avant. C'est une technologie qui est apparue avec la poudre noire, donc dans ces années-là. À partir du milieu du XVIe siècle, la poudre a commencé à se répandre en dehors de l'usage militaire et à être utilisée dans les carrières, et ça a ouvert la voie à l'extraction de roches dures et a permis le développement du travail des ardoisières. Une petite anecdote, quand même. Autrefois, ici, il y avait beaucoup de chaumes. Hein, c'était des pays chaumes. Donc tout brûlait régulièrement. Et Louis XIV a subventionné l'ardoise. C'est là qu'ils sont mis en extraire. Donc l'ardoise, c'est un matériau sédimentaire, c'est une roche sédimentaire feuilletée qui était à l'origine une vase composée de matériaux très fins, des limons, des argiles, mêlés à un petit peu de calcaire qui permettra d'acquérir sa dureté. Alors à gauche de la cascade, on voit deux strates inclinées qui ont l'air qui présentent un peu une allure en creux, et ces creux, ce sont les entrées des anciennes ardoisières du Rabiou. Après, l'ardoise, c'était un matériau local. C'est pour ça qu'ils utilisaient ça. Hein. Ça peut être aussi un matériau de cueillette. Si tu vas plus vers l'Ubaye, vers l'Italie, le Queyras, des coins comme ça, où là on a de l'ardoise ou de la lauze, on ne sait plus très bien la définition, où du coup le petit bâtiment, la bergerie, choses comme ça, si à côté il y avait une exploitation possible, très basique, hein, de la récupération d'ardoise, à ce moment-là on couvre en ardoise. L'ardoise, elle va de 3 mm. C'est des caractéristiques, hein, mais après, c'est pas forcément suivi, mais elle va de 3 mm à 8 mm. Après, on est entre l'ardoise et la lauze. Il n'y a pas eu, à mon avis, dans l'Embrunet, d'ardoisiers spécialisés, ou très peu, et peut-être uniquement sur la deuxième moitié du XXe siècle. Globalement, les ardoisiers étaient des paysans, étaient des agriculteurs qui cherchaient un revenu d'appoint ou la couverture de leur bâtiment pendant la saison d'hiver où on ne pouvait pas aller au champ. Les ardoisiers, dans la Queste, en saison hivernale, il n'était pas question de rentrer à la maison le soir, et donc les gens étaient installés pour des périodes plus ou moins longues dans les ardoisières qui étaient structurées et avec des lits en bois, avec des zones muraillées pour se protéger des intempéries, et montaient du pain. On dit aussi qu'ils montaient des bêtes, qui montaient des approvisionnements. La descente des ardoises était pratiquée non pas à dos d'homme, c'était beaucoup trop raide, beaucoup trop difficile et avec des volumes trop faibles, mais sur des traîneaux, en profitant de l'enneigement du versant pour pouvoir descendre les ardoisières jusqu'au chemin dans la vallée du Rabiou. Et ça jusqu'au moment où le câble a pu être installé. Ce qu'on faisait chez nous avant la mécanisation, et ce qui se faisait à peu près partout, c'est qu'à l'automne, on rentrait des grands coins de bois dans les interstices des schistes, pour sortir des gros blocs. Hein. On arrosait, ça gelait,
ça s'expansait, les blocs se ramassaient, et puis après tout le reste de l'année, on vient découper les lits et on retaille l'ardoise. Vous verrez que l'ardoise, ça se taille quand même super facilement, quoi, hein. Ah, c'est en plein air, quoi. Ouais, ouais. Il faut que tu sois sur un support qui est stable, hein, parce que là tu vas taper, c'est le truc qui va partir. Voilà ce qu'ils mettaient sur les toits ici. Hein, ça, c'est récupéré sur un toit. Ils sortaient l'ardoise dans différents endroits, au Lauzet. Enfin, tout ce qui porte le nom du Lauzet, les ardoisières, ça c'était au Fournel, à Fressinière, ils sortaient de l'ardoise. Une ardoise qui blanchit dans le temps. Quand on prend les noms de pays, c'est les maisons blanches, les choses comme ça. C'est parce que les toits étaient blancs. Les toits étaient blanchis. C'est du schiste, mais qui est mélangé avec du calcaire. Donc ça se dissout à l'eau. Ça se dissout à l'eau dans le temps. Vous avez l'équivalent moderne, qui est sorti de mine d'Italie, qui sortent du côté de Gênes, et qui est une ardoise avec de la chaux, et qui correspond géologiquement à l'ardoise qui tirait ici. Alors ça, c'est de l'ardoise d'Angers, soi-disant Angers, enfin maintenant elle vient un peu d'Espagne, mais bon, c'est les mêmes filons. C'est du schiste qui contient absolument pas de calcaire. Elles ont un autre défaut qui n'est pas le moindre, c'est qu'elles contiennent de la pyrite. La pyrite, c'est quoi? C'est de l'oxyde de fer. Donc, ça rouille et ça fait des trous. Voilà. Okay. C'est pas trop compliqué, ça va. Alors à savoir qu'en France, on n'a plus beaucoup de carrières. En Provence, on n'en a plus. C'est ça le problème. Et des gens qui savent extraire. Les gens qui savent extraire dans nos régions, on n'en a plus. Bon, il y a encore des coins où il y en a. Là, les ardoisières d'Angers viennent de fermer. Enfin, les grosses ardoisières d'Angers. Donc maintenant, l'ardoise vient d'Espagne et de Chine principalement. Au milieu des années 50, les dernières ardoisières de Châteauroux ont fermé. Et leur devenir aujourd'hui paraît être un devenir patrimonial et archéologique et pas un devenir économique. Par contre, on peut rêver, on peut imaginer qu'un jour on exploite une zone de schiste ardoisier qui serait affleurante, qu'on pourrait dégager à la pelle sur un versant forestier et pas dans des falaises, et qu'on puisse à ce moment-là développer une petite activité artisanale sur ces ardoises. Chaque fois, je suis légèrement... J'ai du vide dessous, elle n'est pas posée complètement à plat. À la suite des guerres, en général, il y a eu quelques problèmes dans les toitures, des obus, des choses comme ça. Et on a subventionné pour refaire les toitures de façon neuve. Et c'est là qu'est apparue la tôle galvanisée, et on a tout recouvert en tôle galvanisée. Parce que c'était le plus simple. Aujourd'hui, la grande mode est au bardeau de Mélèze. Le tout tôle est passé, plus personne n'a envie d'avoir des villages tout tôle. Le bardeau de Mélèze, comme on le pose aujourd'hui, c'est pas satisfaisant pour un couvreur. C'est ce qu'on appelle un porte-neige, une chape de goudron sur lequel on met un parement Mélèze. Ça, dans 10 ans, on en reviendra parce qu'il y aura trop de problèmes. L'ardoise est pertinente dans le sens où c'est étanche mécaniquement. Le bardeau pourrait être étanche mécaniquement si on mettait 3 couches. C'est la couverture qui fait l'étanchéité. C'est pas les matériaux annexes. Hein? Pour l'ardoise, on a un tiers qui s'appelle le pureau, qui va être la partie vue, qui va rester, on va dire, à l'air libre, quoi. Qui va être aux intempéries vraiment. Le deuxième tiers, c'est le faux pureau. C'est la partie qui est recouverte une fois. Et le recouvrement, qui est le troisième tiers, qui est vraiment la partie qui fait l'étanchéité. Le support de toiture est recouvert 3 fois. C'est un matériau qui... Il n'y a pas d'eau dedans, donc ça ne gèle pas. Donc ça résiste parfaitement au gel, ça a une bonne tenue aux UV, donc c'est un très bon produit.
Le seul problème, c'est que c'est un produit qui peut être fragile. Fragile à la compression, fragile au choc. Après, l'avantage de l'ardoise, c'est que c'est une toiture qui se répare. Hein, vous avez 3 ardoises de cassées, vous changez 3 ardoises. Voilà. Et puis après, effectivement, tu as l'aspect écologique, c'est l'aspect matériau naturel, qui n'est pas du tout industrialisé, qui n'a pas du tout été transformé, qui est le plus proche possible de l'exploitation à la mise en œuvre, ou de la récupération à la mise en œuvre, et qui a demandé très peu de moyens par des moyens manuels. L'outillage, c'est un marteau de couvreur, une enclume, on a une visseuse ou des clous et un marteau, quoi, mais il y a très très peu de matériel lié à ces mises en œuvre, et ça c'est vachement intéressant, parce que c'est toi qui... T'as plus la sensation de façonner, donc tu te fais plus plaisir. Le métier de couvreur est un métier excessivement régionaliste, parce que les climats sont différents. Hein, que ce soit la chaleur, que ce soit le vent. Vous mettez une couverture dans la vallée du Rhône ou en Alsace, vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes au vent, et pas les mêmes recouvrements, pas les mêmes méthodes. Et chacun a adapté un petit peu sa façon de faire avec des bases communes, mais toujours un point de vue. C'est pour ça que c'est un métier où c'est bien d'aller voir un peu ailleurs comment ça se fait, quoi. Quand vous voyez une construction qui tient, vous vous demandez pourquoi, comment ça a été fait, quels sont les points singuliers, comment ils ont résolu un problème particulier. Les gens sont très sensibles à leur patrimoine, c'est leur patrimoine, c'est leur église, leur beau bâtiment, c'est chez eux, c'est leur histoire, c'est leurs anciens, etc. Et du coup, ils sont très contents de voir des gens restaurer, réparer ça. Et en plus, si on le fait un peu dans le respect des règles de l'art, ça leur plaît d'autant plus. Par exemple, quand je vais faire un devis, moi j'essaie de rencontrer les gens du coin au moment où j'établis le devis, parce qu'ils vont toujours avoir une petite anecdote, une histoire. Mon grand-père a travaillé là-dessus, mon oncle, mon machin, c'était fait comme ça, ah vous faites comme ça, voilà. C'est un vieux métier qui est répertorié depuis très longtemps. Et dans ce métier, moins on va vouloir inventer des trucs nouveaux, mieux on va s'en sortir. C'est le puits de Briançon. Toutes les ardoises sont taillées. Il n'y a pas une ardoise qui a été mise entière. Elles ont toutes été taillées à la main. Le coup du dôme à l'impérial, c'est hop et hop. Et ça, c'est un peu particulier, c'est un peu compliqué à faire en ardoise. Et là, j'ai été obligé d'aller chercher dans dans des articles plus complémentaires pour savoir comment on faisait. Mais bon, c'est des choses qu'on retrouve par exemple sur toutes nos toitures ici. Hein, sur la collégiale, sur des choses comme ça, où on a un ventre rond comme ça avec des ardoises. Donc les ardoises montent et à un moment elles baillent. Forcément elles baillent. Donc là, il y a un système où il faut mettre des bandes de plomb au milieu pour sauter des rampes. Ça, pas la peine d'essayer de l'inventer, vous n'y arriverez pas. Il faut aller chercher là où c'est, quoi. Ce que j'ai montré tout à l'heure aux stagiaires, c'est un chantier qu'on a fait au Orange, dans le Champsort, sur la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, où on a refait la couverture d'une chapelle avec de l'ardoise de réemploi pour refaire un toit exactement dans le style et avec les matériaux locaux. Ouais, c'est des chantiers sur lesquels on se fait vraiment plaisir. C'est fabuleux parce que c'est assez rare, et surtout en ardoise de pays. En réemploi en plus, c'est le fait que c'est un matériau qui a déjà été utilisé, qui a été manié, travaillé par des anciens. Et c'est un matériau qui a une histoire, qui a une vie. Et le toucher de ces matériaux-là crée des sensations, quoi. C'est comme quand tu vas toucher un dolmen. Moi je dis que ça me parle. Et puis après, c'est comme on a peu d'occasion de le faire, on réapprend. Et là, on se retrouve confronté à de nouveaux problèmes qu'on n'avait pas avant, l'épaisseur des ardoises, le tri des ardoises, la taille, etc. Et donc, du coup, ça demande encore plus d'attention, encore plus de respect du savoir-faire.
Et c'est ce qui nous satisfait, nous, dans notre boulot. C'est que bouger des cailloux, c'est pas passionnant. Par contre, les mettre en œuvre et les mettre en œuvre du mieux qu'on peut, c'est ça qui nous plaît. Et on peut la garder quand même, si jamais on coupe ici finalement. Ouais, quand t'as un gros recouvrement, c'est limite hein, quand même. Là, c'est limite. Il vaut mieux pas l'utiliser pour une recoupe, pour faire une rive ou n'importe. Je vois bien un joli toit d'ardoise comme ça, c'est tout nickel.